Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Match nul entre le Milan et la Lazio ce soir à l'Olimpico. Ouverture du score de la Lazio à la 46e, un but de Biglia sur penalty. On y reviendra. Et égalisation donc de Suso. Magnifique but à la Messi à la 85e minute. Nous en parlons aujourd'hui à 4 puisque j'accueille avec plaisir Nico, Superio et Maestro. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Salut. Nico, ça fait un petit moment que tu nous as pas rejoint, entre les déboires informatiques et les présences au stade. Alors le retour dans l'émission évidemment pour parler d'un match comme ça, c'est pas très réjouissant. Qu'en as-tu pensé? Ben, je trouve que c'est cher payé pour le Milan. Enfin, c'est bien payé pour le Milan plutôt et très cher payé pour la Lazio qui peut s'en vouloir qu'à elle-même de ne pas avoir apporté, de ne pas avoir apporté les 3 points. Je tiens juste à signaler que le Milan n'a rien proposé offensivement et pourtant Bacca n'a pas joué une minute sur le terrain. Donc peut-être que tous les problèmes et les maux du Milan ne sont pas de Carlos Bacca. Maintenant, arriver à prendre un point dans un match pareil, tant mieux parce qu'on a vraiment été mauvais. Mais aujourd'hui, on a eu la baraka parce que la Lazio doit gagner 2-3-0 si on n'a pas Donnarumma dans les cages, quoi. Oui, on a un très bon gardien. Après, il y a un penalty non sifflé sur Abaté, la 68e, on y Oui, reviendra. Tu parlais du secteur offensif. Alors, c'était un secteur remanié. C'est-à-dire que là, il a essayé quelque chose, mettre Deulofeu en pointe. Personnellement, je voulais la Padula, parce que là, surtout, en plus, oui, mais on a la vu Ocampos Padula titulaire, a là. eu, bien sûr, et la Padula a quand même eu une bonne demi-heure. On a repris notre composition, on va dire, même s'il y avait une équipe très remaniée entre les suspendus et les blessés dès le début du match. Mais la Padula a quand même eu 30 minutes avec Deulofeu et Suso qui sont actuellement maintenant les titulaires. Et que ça soit Suso et Deulofeu, Suso sauf sa prestation avec son but, Ouais. mais je veux dire, offensivement, ça a été minable face à Ah une non, il n'y équipe a de pas la eu Lazio grand-chose. Il n'y a pas eu qui a grand-chose. été, on a commencé à les inquiéter en fait au moment où il y a eu ce but, car sinon la Lazio pendant tout le match a géré très facilement les velléités offensives du Milan. Après, tu conviendras que les 30 minutes de la Padula face aux 30 000 de Bacca, évidemment, ça pèse pas lourd hein, pour s'installer dans une équipe. Alors, on verra à mon avis dimanche, je pense qu'il va Montella partira pas avec ces 3 joueurs-là et la Padula commencera certainement d'entrée de jeu le match, on verra dimanche. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Alors Superio, qu'as-tu pensé de tout ça? Donc une équipe remaniée, alors beaucoup de suspendus, de blessés comme d'habitude. De toute façon, c'est une époque de l'année, depuis 5, 6, 7 ans, je sais pas, ça fait des années, où le Milan a énormément de blessés. C'est spectaculaire, hein. Tous nos latéraux quasiment, c'est dire, on est obligé de faire jouer Vangioni et on voit le résultat. Oui, alors je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, le point du match nul est miraculeux quand on voit la physionomie du match et toutes les occasions des joueurs de la Lazio. Pour moi, le tournant du match, c'est l'occasion ratée d'Immobilier qui Oui, entraîne tout de suite après l'égalisation de Suso. Mais sur le plan de jeu, les occasions dangereuses, il y a pas eu photo. La Lazio méritait de gagner. Comme je l'ai dit, c'est un miracle, hein. Et le plan d'utiliser un faux numéro 9 n'a absolument pas marché, hein. bah un peu comme à Bologne finalement, hein, où on gagne sans trop le mériter. Ça fait quelques matchs comme ça. Bon là on gagne pas, mais on obtient le match nul. Maestro, ton opinion? Alors en vue de la composition de départ et puis de la cascade de blessures, je pense qu'on pouvait s'attendre au pire. Et finalement, on a plutôt bien tenu, malgré la présence de Vangioni, Zapata, Gomez. Même si la Lazio a quand même bien dominé, on sauve les meubles, hein, surtout grâce à Donnarumma. Donc alors, match nul important. Et puis voilà, on prend 4 points en 2 matchs. Donc c'est bien pour la suite, je pense. Eh ben on verra ce que ça va donner. On passe puisqu'on est nombreux aux individualités immédiatement. On pourra compléter hein, tout ça, mais enfin on n'a pas envie de durer une heure. On n'a pas faire une émission d'1 heure sur un match comme ça. J'annonce au passage la 300e, donc dans 2 émissions. Hein, ce sera certainement la semaine prochaine. Et celle-là sera haute en couleur, c'est moi qui vous le dis. On passe au top 3, donc avec Nico. Je vais mettre, il y en a vraiment un qui a été un top, c'est Donnarumma donc. Et je reste à dire que le penalty qui a été sifflé contre Milan était très sévère selon moi. Je suis même pas sûr qu'il touche Immobilier et Immobilier avait perdu le ballon en plus derrière. Donc c'est vraiment un penalty très très litigieux qu'a eu la Lazio. Donc c'est pour ça que, à part ça, Donnarumma a été parfait et encore il est même pas loin de la sortir parce que le penalty est très bien tiré de Biglia. Sinon, comme a dit Superlio, c'est lui qui, le tournant du match, c'est lui quand il arrête cette frappe d'Immobilier et les occasions d'avant. Et sinon, après, on va dire petit top pour compléter un petit peu, parce que j'ai trouvé quand même tout le reste de l'équipe, les joueurs de champ un peu à côté de la plaque, c'est Sosa qui a été pas mal dans son entrée. C'est lui qui fait la passe décisive pour Suso. Et il a eu un bon jeu au pied avec de belles passes. Il a perdu très peu de ballons quand il est rentré. Et
pas mal de ballons récupérés. Mais Sinon, pour la c'est tout. première fois cette année, effectivement. Alors pour les parades, je vais les rappeler quand même, parce qu'il y en a eu quelques-unes, je fais bien de le dire. À la 11e, sur une frappe de Paolo déjà. Ensuite 28e devant Wesley Eudes. 72e, il s'impose devant Immobilier, donc sur un centre d'Anderson. Anderson, super joueur d'ailleurs, sur ce match, vraiment qui a été au-dessus du lot. Et ensuite 83e, énorme parade, bien évidemment. Donc c'est vrai que Donnarumma nous sauve la mise, et c'est Soupalio qui nous donne son top. Alors, en première position, Donnarumma, pour les mêmes raisons qui ont été évoquées. En deuxième position, j'ai bien aimé l'entrée de Sosa. Je pense que ça sera assez rare dans l'année de mettre Sosa dans les tops, mais là, il a fait une entrée assez remarquable. D'ailleurs, j'ai pas compris la sortie de Locatelli, qui n'avait pas fait un si mauvais match que ça, surtout comparé à... Donc c'était l'un des rares à surnager, ouais. Oui, mais Sosa a bien apporté, a été agressif, a récupéré pas mal de bons ballons. Et en troisième top, j'ai mis Abaté, qui a été irréprochable défensivement. Avec un petit peu plus de justesse, il aurait pu avoir une belle occasion. Mais bon, on parlait d'un penalty, il y avait une intervention litigieuse sur lui à un moment où il était dans une position plus que favorable. Maestro. Alors mon numéro 3, donc je vais récompenser la défense centrale. Donc, Ah bon? Alors j'ai trouvé les deux centraux plutôt solides, Gomez et Zapata, malgré son jeu au pied catastrophique. Je trouve que dans les duels aériens, ils étaient plutôt présents, notamment Gomez qui a pas été si mauvais que ça. Donc, il n'y avait pas des champignons au menu ce soir, non? Je sais pas, parce que là vraiment je t'assure, je suis sûr, je m'attendais à tout sauf à ça, mais c'est bien, ça met de la diversité. Parce que Zapata, quand même, il y a un moment, il en met en première mi-temps, il remet une belle passe en arrière sur Immobilier qui tire à côté quand même. C'est le jeu au pied voilà, fantastique de Zapata. C'est pas grave, Maestro est notre police, c'est-à-dire que quand il est là, il se passe toujours quelque chose. C'est bien, fais-nous un petit peu rêver là, vas-y. Après, numéro 2, donc là encore, surprise, mais les deux latéraux, j'ai trouvé Abaté et Vangioni plutôt intéressants. Vangioni, alors je m'explique. Non, t'as fait un pari. Dis-moi, t'as fait un pari. Tu peux pas être sérieux là, c'est possible. Du tout. Alors Vangioni, alors oui et non, dans le sens où... Mais il s'est fait prendre de vitesse 45 000 fois. Le penalty, il est pour lui. J'ai trouvé que Felipe Anderson sur son côté était monstrueux ce soir et Vangioni a été un petit peu dépassé, mais il a quand même fait beaucoup de retours intéressants. Il a proposé devant. Voilà, j'ai trouvé Vangioni plutôt intéressant. Abaté, il revient à son niveau, je trouve. Il a été bon aussi. Non, mais Abaté a fait son match, mais Vangioni a pas fait le même match qu'Abaté. Excuse-moi. Non, Abaté a été meilleur. Vangioni, on aurait pu penser qu'il allait être catastrophique et je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Après, en numéro 1, Donnarumma, forcément, voilà, match monstrueux de notre Gigio national. Donc à part le penalty vraiment cadeau pour la Lazio, je pense que ça a été le meilleur joueur sur le terrain avec Felipe Anderson pour moi. Oui, ça c'est certain, c'est à ce niveau-là, sur ce point, on sera d'accord. Alors pour ma part, j'ai mis Abaté en 3, je trouve qu'il revient bien effectivement, à part dans les 10 dernières minutes où il était cuit, où là vraiment je l'ai trouvé un petit peu en difficulté, sinon je l'ai vraiment trouvé intéressant, pertinent dans ses interventions, à bon escient, souvent défensivement, il a bien bloqué son couloir, notamment en première mi-temps. Ça a été l'un des rares, avec celui que je vais citer maintenant, à surnager selon moi en première mi-temps. Celui que je cite maintenant, numéro 2, c'est Poli, qui avait fait une bonne entrée à Bologne, qui avait été salué par Montella, apparemment il se bat beaucoup à l'entraînement. Moi ça fait longtemps que je réclame sa présence, il a eu du mal à finir, mais j'ai trouvé que sa présence dans l'entrejeu avait été précieuse, il s'était bien battu, et je trouve que Poli, je l'ai toujours dépeint comme un joueur de complément, peut rendre des services comme essuie-glace, mais alors dans un milieu évidemment plus haut de gamme, c'est-à-dire que là le problème c'est que c'était quasiment le Poli le meilleur dans l'entrejeu, alors que ça devrait être théoriquement le joueur moyen, c'est ça le souci. Donc là on attend, je suis sûr Nico, le retour de Montolivo bien évidemment, et de Bonaventura, mais ça je pense que ce sera pas pour cette saison, enfin je sais pas ce qui va se passer dans l'entrejeu milanais, mais ce qui est sûr c'est que même si on adore Locatelli, c'est pas des joueurs comme Pasalic dont je vais parler tout à l'heure qui vont permettre à Poli de hausser son niveau de jeu. Voilà, moi j'attends des meilleurs joueurs pour l'accompagner, j'espère qu'on le reverra encore contre la Fiorentina, en tout cas je trouve que ça fait une bonne partie. Et puis numéro 1, je crois qu'on sera tous d'accord, Donnarumma, parce que tout simplement c'est la star de cette équipe, surtout en l'absence de Bonaventura et de Romagnoli, et je trouve que lui ne démérite jamais, c'est-à-dire que même quand l'équipe sombre, parce que ce soir on peut dire qu'on a sombré, je suis assez d'accord avec Nico, on s'en sort très bien, et bien lui répond présent dans toutes les situations, et ça, chapeau à lui. On rappelle qu'il est tout jeune, il a pas 20 ans, et vraiment il a 18 ans je crois, 17 ans, je sais plus, 17 ans encore ou 18 ?
Quelqu'un sait, Tom n'est pas là, il connaît les âges par cœur. Je crois que c'est 17 ans ou 18 ans, c'est ça. 17 ou 18 ans, Il a voilà. commencé à 16 ans à Milan, donc l'année Oui, dernière. 16 ans l'année dernière. Je sais pas, je connais pas sa date d'anniversaire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est phénoménal de voir que ce type-là, qui a l'étoffe d'un capitaine, qui répond présent systématiquement, il nous sauve, il nous sort des gestes de classe, il est à deux doigts de sortir le péno, et Dieu sait s'il en a sorti beaucoup par le passé. Sincèrement, chapeau à lui, et il faut le dire et le redire systématiquement, le successeur de Buffon est trouvé. On passe au flop 3 avec Nico. Il y avait du choix aujourd'hui. C'est Il y vrai. avait du choix. J'ai commencé par celui-là qui m'a le plus gavé aujourd'hui, c'est Ocampos. Bah Quand oui. je pense que ce joueur-là, à l'époque, quand Monaco l'a acheté 18 millions d'euros, c'était une future star montante du football. Alors le gars est joueur et ailier offensif à la base de, on va dire, son meilleur poste. Il n'est ni technique, ni rapide. Il n'a pas grand-chose pour lui réellement. Je me demande même comment il arrive à s'en sortir au Milan AC. Je comprenais pas trop l'histoire de ce pré-sec où Milan s'est battu comme si on était 56 à le vouloir. Enfin voilà, il vient faire le nom et je sais que c'est un truc qui va te plaire, MJ, ce que je vais dire, mais franchement, un jeune du centre de formation ne peut pas faire pire que lui aujourd'hui. Bah évidemment. Je comprends pas l'intérêt. Il a joué 1 heure de jeu et je pense que il s'est pas grillé ce soir, mais il a montré déjà qu'il n'avait pas la stature pour être titulaire. Alors à moins qu'il y ait une hécatombe de blessés. Et on va lui donner quoi, 10, 15 minutes par là. Et je pense même que Honda, pour jouer ailier, est au même niveau. Donc ça servait strictement à rien. Autant garder le japonais. Ensuite, Pasalic, qui me déçoit beaucoup depuis la reprise. Alors que c'était un joueur que j'aimais pas mal par son style de jeu en début de saison. Oui, t'étais le seul dans l'émission, donc c'est agréable de t'entendre Ah, parler. c'est- Et bientôt, je- tu vas finir par trouver Antonelli. Bon, encore faudra-t-il qu'il joue. Non, mais moi je trouvais ça sympa que quand même un joueur qui est au Milan AC au milieu de terrain, qui savent faire un contrôle et une passe. Là maintenant, j'ai À l'impression. l'adversaire. Non, ça je peux pas dire ça parce qu'il avait quand même une qualité technique qui à la base que je trouvais être un peu au-dessus. Mais là, j'ai du mal à comprendre ce que tu disais la dernière fois dans une des émissions que j'écoutais, qu'il ait le droit à autant de passes droits parce qu'en plus c'est un pré-sec, donc tant qu'il était bon comme Deulofeu, je peux comprendre que ces mecs la jouent. Mais à partir du moment où ils sont pas bons, autant faire jouer les gars qui l'année prochaine seront encore au Milan AC. Lui, le châssis ne veut pas le vendre à part à un prix pour 20 ou 25 millions. Ça fait rien de mettre 20-25 millions pour ce type de joueur vu ce qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, enfin grosse déception et ça prouve qu'aussi s'il joue, c'est qu'il n'y a peut-être pas grand-chose derrière sur le banc de touche. Et on l'a vu aussi aujourd'hui avec les remplaçants qu'on jouait et le niveau de nos remplaçants. Ça c'est Tom qui le disait dans la dernière émission que vous avez fait. Oui, mais Et c'est pour vrai, finir- Nico, je confirme, hein, bien évidemment, avant que tu nous parles de ton top 1, de ton flop 1, ou de ton flop 3, je sais pas si t'as pris dans le désordre. Oh non, mais- il n'y a pas ça désordre. y a pas, d'accord, ok. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, on n'a jamais eu de banc, on le sait. Il doit y avoir Bertolacci sur le banc, Honda, des joueurs comme ça. Bon, donc on le sait bien, le Milan, quand tout le monde est au point, quand tout le monde est à 100%, à une bonne équipe type finalement, et d'ailleurs ça s'est vu en première partie de saison, mais dès qu'il manque un Bonaventura, un Romagnoli et même un Paletta malgré ses cartons rouges, eh bien c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, ça se voit, c'est évident. Hein. Et c'est vrai que même toi, tu vas finir par regretter Montolivo. Hein. On en reparlera. Je vais y venir sur lui là dans le top 1, enfin dans le top 1, sur le dernier, parce que moi la défense, les 4, je les ai trouvés abominables aujourd'hui et je me demande comment on arrive à mettre Abaté les gars. Et c'est lui que je vais mettre. Même s'il Abaté, faut en- tu l'as trouvé mauvais. Ah s'il faut en désigner un, j'en désigner lui. Ça n'a pas été le plus mauvais des 4, Mais c'est le meilleur. Ah bah mais c'est le capitaine. Mais c'est le capitaine et faire un match comme il a fait, c'est tout juste passable. Je veux dire, il faut voir Ouais, maintenant d'accord. le nombre d'actions qui part où quand tu vois l'écran, des fois j'aimerais que la caméra fasse un écran plus large, qu'il n'est même plus sur son couloir droit, on se demande même où est-ce qu'il est. Je le trouve hors de forme déjà, à l'heure de jeu, il marche, il est cuit physiquement, c'est plus du tout le même type qu'on a avant, il est en pleine régression, alors qu'avant on a dit il comblait énormément de choses par son physique, aujourd'hui je le trouve en pleine régression. Après je dis pas que ça a été le plus mauvais des 4, parce que Vanjoni a fait un match catastrophique de l'autre côté, sans parler de Zapata Gomez, que tu sens qu'à n'importe quelle accélération, ils peuvent être pris de vitesse. Mais je me demande si ce brassard de capitaine, c'est pas un porte-malheur, quelque chose, parce que Montolivo, la première année, il n'avait pas le brassard, il était bon. Dès qu'on donnait ce brassard, ça a été, on a commencé à avoir un autre mec. Et là, Abaté, depuis que cette année, Montolivo s'est blessé, c'est lui qui porte le brassard, et c'est l'une de ses pires saisons depuis qu'il est au Milan AC. Bah, je suis pas du tout d'accord, je sais pas, on n'a pas vu le même match, je veux bien qu'il était cuit à la 80e, et à la 68e quand il provoque l'action du penalty, et que Il y a juste eu- derrière il est en défense pour sauver un but, c'est-à-dire que l'on est à la 68e, tu dis qu'il était cuit tout le match, mais pas du tout. Pas Moi, du tout. j'ai trouvé rarement présent, hein. Ah Je bah, l'ai trouvé on a pas vu rarement le même présent match. aujourd'hui. Moi, le seul truc que j'ai vu, c'est le petit pont qu'il met sur Keita Non mais ça Balde, compte pas ça. Oui, mais c'est le seul moment où je l'ai remarqué, et il y a eu cette faute où il y avait penalty selon moi sur lui.
Mais Mais sinon, t'as pas je vu ne le l'ai nombre vu. de ballons déviés, le nombre de retours en première mi-temps par exemple, Et en le tout début nombre de de match. passes ratés, et le nombre de passes ratées, Mais elle le était... nombre de contrôles ratés au moment où Ouais, non, il pas eu rate le son même contrôle match. qui rend le ballon en touche. Moi, je l'ai Non, on n'a pas trouvé du tout le même encore match. très moyen. Pas nul comme peut-être les autres matchs, mais très moyen. Les Alors, autres matchs, mais il a été bon encore au dernier match, il a été bon à l'avant-dernier match, sa rentrée a fait la différence. Non, on voit pas du tout le même joueur et pas du tout le même match. Je veux bien qu'en première partie de saison il était mauvais, je l'ai dit aussi, mais depuis janvier, non, depuis décembre même, depuis début décembre, non, moi je le trouve bon. Pas excellent, c'est certain, mais quand je vois ses camarades à côté, je le trouve plutôt meilleur. Mais bon, c'est pas grave, on aura eu un avis contrasté, c'est très bien, on est là pour ça, et ça annonce la 300e qui nous opposera certainement davantage. Et on passe au flop de Superio. En troisième position, j'ai mis Pasalic pour les raisons qui ont été citées. Moi, son cas me rappelle celui de Van Ginkel il y a 2 ans, c'est-à-dire un joueur qui a certes des qualités techniques, mais qui n'apporte pas grand-chose. Honnêtement, sur son match, il y a eu peut-être un bon retour et une frappe cadrée qui ne parviennent pas à sauver une prestation terne. En deuxième position, j'ai mis Ocampos. Déjà, son recrutement ne sert absolument à rien. Et sur ce match, ses appels n'ont pas été tranchants. Il n'a même pas de jeu de haut but et n'a rien apporté. Et en première position, j'ai mis Vangioni qui a laissé des boulevards immenses à gauche. Certes, il avait un client en la personne de Felipe Anderson, mais son positionnement, ses duels ont été problématiques durant tout le match. Et d'ailleurs, sur le banc de touche, il me semble qu'il y avait le jeune Raoul Zucchetti qui aurait pu débuter en tant qu'arrière gauche. On aurait au moins un jeune de la Primavera qui aurait été lancé. Ça aurait pu être le moment. Bien, eh bien on passe à Monsieur Maestro. Alors, mon flop 3, ça va être Pasalic. Tout a été dit, match moyen de sa part, partout et nulle part à la fois. Vivement le retour de Bertolacci, parce que Pasalic, c'est pas fameux en ce moment. C'est dire où on en est. C'est grave, dire où on en je est. le dis, c'est grave. Ouais. Voilà. Le flop 2, alors ça va être Sousso. Alors Sousso, malgré son but, il m'a assez agacé entre ses passes ratées, ses dribbles un petit peu à la one again, c'était pas top. Donc j'espère qu'il va se reprendre un petit peu. Je les trouverai vraiment personnels sur ce match-là. Donc à part son but, c'était pas un match fou de sa part. Et numéro 1, Ocampos. Donc, tout a été dit aussi également, invisible, il n'a pas servi à grand chose sur ce match. Et Honda aurait été peut-être plus utile. Donc voilà, Ocampos. Ah bah c'est vraiment dire où on en est là, parce que dis donc, ah, mais c'est bien, c'est bien. On est recrue inutile, voilà. Eh ben c'est pas la première, c'est pas la dernière visiblement. Je sais pas si Galliani restera aux affaires. Je sais pas ce qui va se passer finalement, hein, parce qu'avec ces Chinois c'est bien À mystérieux. Galliani, dès qu'ils arrivent, Galliani est censé dire au revoir. Hein. Il finit la saison, Galliani. Hein. Oui mais enfin on sait pas encore si les Chinois vont arriver. C'est pas Ah, c'est officiel. bientôt, c'est fin février, début mars. Ah bah on va Il paraît voir. que c'est fait, hein, il paraît que c'est... Il n'y a rien qui annonce, les dates sont prévues, le rendez-vous ne sera pas à Casa Milan, mais dans une villa de Berlusconi. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Il y a, tout Eh est ben dans on notre verra, droit. moi je souhaite toujours que ça ne se fasse pas, mais enfin on verra bien. J'ai pas Zalic numéro 3, pour moi c'est l'arnaque avec Sosa d'ailleurs de cette saison, même si Sosa fait une bonne rentrée aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez bien souligné. Vangioni numéro 2, parce qu'il s'est fait dépasser, déborder un nombre de fois incalculable, il doit battre leur record sur ce match, leur record de la saison j'entends, et Ocampos numéro 1 parce qu'il apporte rien, c'est une énième recrue inutile comme vous l'avez très bien dit, donc je passe et on arrive au mot de la fin avec Nico. Alors le mot de la fin, mais je vais le faire quand même. Depuis 3 matchs, je trouve qu'au niveau de l'arbitrage, on ramasse le Milan AC, mais un maximum. Alors là, ce soir, c'est un penalty plus que litigieux pour la Lazio et un de notre côté qui est pas sifflé, sans oublier la main en première mi-temps, même si elle est involontaire du genre de la Lazio. J'ai l'impression que tu vois le match contre l'Udinese avec l'attentat que prend De Sciglio par le gars qui doit prendre rouge direct et qui nous met le but 30 secondes après. Contre Bologne, on a un arbitrage, on va dire les cartons rouges sont pas volés, mais c'est quand même sévère. Il y a eu l'arbitre a dégainé envers le Milan AC des cartons à une vitesse folle. Je veux dire, j'ai l'impression qu'actuellement on mange un maximum et que de l'autre côté, d'une autre, ça ne tourne pas des masses. Donc j'espère que les prochains matchs, si on a un penalty, je t'avoue, un petit peu litigieux au prochain match, je vais pas le pleurer. Voilà. Oui certainement, c'est vrai qu'on n'est pas aidé depuis quelques temps, on ne demande pas forcément à être aidé, mais là le problème c'est que c'est le contraire et que ça se paye cash. Le gars contre l'Udinese, quand même, l'arbitre de l'Udinese, c'est le même qui à l'époque avait expulsé Paletta en rouge direct contre le Genoa cette saison, pour le même type de tacle. Donc c'est des trucs, avec le même arbitre, on a eu deux cas de figure différents quand même. Et surtout contre l'Udinese, on perd, à mon avis, on perd quand même, on aurait pu prendre un point dans cette histoire.
Mais oui, non, mais contre l'Udinese, mais je crois que c'est là qu'on a, enfin vraiment, c'était des bouchées en face. J'étais devant ma télé et j'en revenais pas, quoi. Je veux dire, il y avait un nombre de fautes et un nombre d'erreurs d'arbitrage sur ce match. Effectivement, ça m'avait marqué. Tiens, c'est bien que tu le rappelles. Bon, on passe au mot de la fin de Monsieur Superio. Mon mot de la fin te fera plaisir. La semaine prochaine, Roberto Baggio fêtera ses 50 ans et j'avais envie de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a apporté au football italien et au football tout court. Et d'un point de vue personnel, il m'a fait vibrer dès l'été 90 et jusqu'à la fin de sa carrière en 2004. Ah, Un grand chapeau à lui. ce but contre la Tchécoslovaquie en 90, évidemment, tout le monde s'en souvient. Oui, bah évidemment, c'est mon idole. Qu'est-ce que tu veux? Ça peut que me faire plaisir. C'est le meilleur joueur italien pour moi de l'histoire, devant Zoff, devant Mazzola, Rivera et toute la clique. Hein, enfin, on a d'excellents joueurs évidemment dans l'histoire du foot italien, mais Baggio pour moi est au-dessus de tout cela. Et effectivement, c'est un grand regret qu'il n'ait pas davantage porté les couleurs de la sélection, d'autant que c'était le joueur clé, l'homme providentiel de cette sélection, et on en aura eu besoin comme titulaire indiscutable en 98, mais également en 2000, en 2002 et en 2004, lors de sa dernière saison. Il était supérieur à tous ceux qui sont allés à l'Euro 2004, Suède-Danemark, je sais plus, c'est pas ça? Non, c'était où? Ça. Ah non, c'est en Grèce, c'est en Portugal. Portugal, C'est c'est ça. la Grèce qui gagne. D'ailleurs, j'ai encore les DVD. Mais Suède-Danemark, c'est ceux qui nous ont éliminés. C'est ça, c'est pour ça que je cite Suède-Danemark, c'est-à-dire le troisième match avec le match nul, plus ou moins arrangé. Même si l'Italie aurait dû bien évidemment faire ce qu'il fallait lors des deux matchs précédents. Mais oui, Baggio évidemment phénoménal. Et la Gazzetta, je crois, a ressorti son bouquin sur Baggio là de la série Miti del Calcio dans une édition augmentée cette semaine. Donc si vous avez envie de vous procurer un truc intéressant et si vous lisez l'italien, c'est une bonne occasion. Eh bien de vous y mettre, voilà, et de vous délecter surtout de l'histoire de ce formidable joueur qui était Roberto Baggio. Et c'est Monsieur Maestro qui s'exprime maintenant. Alors, donc mon mot de la fin, ça va être concernant Mbaye Niang. Donc, Ah bah dis donc, on passe du tout au rien là. exactement. Donc apparemment, il aurait convaincu les dirigeants de Watford d'activer l'option d'achat, donc qui est à hauteur de 13 millions. Donc il a mis un but et une passe D il y a une semaine, je crois. C'était Donc, des football féminins en face, comment ça s'est passé? Je crois, il me semble. Mais non, apparemment, il a fait un super match et Walter Mazzarri serait déjà convaincu par Niang et voilà, à Watford serait chaud pour activer donc l'option d'achat et on récupère environ 13 millions d'euros suite à cette vente-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Aucun poste à 18, Niang à 15 en comptant, c'est incroyable le football aujourd'hui. Non mais on se quitte sur une bonne Et après, nouvelle. certains diront que le football c'était pas mieux avant. Quand même, c'était... Ah bah non, mais il y a des domaines dans lesquels il faut pas, enfin, à propos desquels il faut pas hésiter à dire que c'était mieux avant. Bien sûr, il y a plein de domaines comme ça, et dans le foot, c'était, en tout cas en Italie, c'était clairement le cas, quoi. Nous, on se retrouvera donc dimanche prochain hein, pour le match contre la Fiorentina, et la semaine suivante, ce sera la 300e. Alors la 300e, c'est quoi? Ce sera les débats chauds. Voilà, on l'a intitulé comme ça, c'est-à-dire qu'on reprendra tous les débats qui nous ont le plus opposés au cours de ces nombreuses années, hein, puisque j'anime ça depuis mai 2009 maintenant, donc ça commence à dater, Casa Milan, et effectivement ça fait 8 ans de débats, 8 ans de thèmes parfois sensibles, parfois, comment dire, osés même, j'ai envie de dire, audacieux, et on va tous les reprendre un par un, et ce sera pas forcément les mêmes chroniqueurs à chaque débat, mais enfin ce qui est sûr c'est qu'on va de nouveau s'opposer, et puis avec à la lumière bien évidemment de tout ce qui s'est passé depuis qu'on a traité ces thèmes. Donc on se retrouvera, je rappelle que la 100e qui est disponible sur YouTube c'était l'histoire, notre histoire de la nationale, et la 200e c'était un petit peu différent, tous les chroniqueurs s'étaient succédés pour aborder le thème de leur choix, le joueur de leur choix. Ce sont des émissions qui ont eu beaucoup de succès, donc on espère que la 300e en aura autant. Voilà, merci messieurs, bonne nuit à vous, et rendez-vous donc dimanche soir en espérant une victoire, ce sera à domicile quand même, il serait temps, et bah passez une bonne semaine. Salut. Ciao. Salut.